cofondateur de Tetris. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous avez levé 20 millions d'euros. Vous êtes un ancien espion, vous êtes des anciens de la DGSE. Vous êtes direct de Bordeaux. Pourquoi Tetris d'abord, Laurent Oudot? Même question que je posais à l'instant. Bonsoir Edwige et merci de nous recevoir. Donc effectivement, pourquoi Tetris? Quand j'ai quitté avec la cofondatrice Elena Foncé, quand on a quitté les services de renseignement, on a essayé de chercher quelle activité on pouvait faire qui serait utile en entreprise privée, en entrepreneuriat. Et tout naturellement, évidemment, avec la montée en puissance du numérique, on s'est convaincu que protéger les entreprises, protéger aussi les réseaux, des fois du service public, était une vraie mission avec les enjeux du moment. Donc Tetris est né de ce besoin-là. Alors la question d'abord, on quitte facilement les services secrets ou pas? On les quitte, on les quitte aussi facilement qu'on peut y rentrer. Est-ce que c'est facile, quoi? Oui, je veux dire, est-ce que... Oui, c'est une bonne question. En fait, les services de renseignement, c'est quelque chose, effectivement, qui font que nous, on avait des carrières pseudo, pour Elena, effectivement, une carrière militaire, et moi, une carrière, effectivement, militaire et civile. C'est des carrières qui sont passionnantes, que tous les jeunes pourraient, effectivement, ou même moins jeunes, avoir envie de suivre et qui sont palpitantes, avec des missions qui sont assez uniques, dans lesquelles on doit mettre au service du bien collectif, potentiellement jusqu'à sa vie personnelle, pour des enjeux qui correspondent à des valeurs qui sont celles de notre République, ou au-delà même de l'Occident. Et globalement, effectivement, c'est toujours difficile de les quitter. Et parce que c'est palpitant. Mais en tout cas, ce que l'on fait à Tetris est palpitant aussi. Laurent Oudot, d'abord, pourquoi Bordeaux? Pourquoi Girondin? Vous l'êtes? Alors, c'est vrai que je suis né à Bordeaux, mais j'y ai fait mes études, par exemple à l'ENSER Matmeka, l'école d'ingénieur en informatique. Et puis ensuite, j'ai fait une carrière essentiellement à Paris, et puis aussi avec pas mal d'allers-retours à l'international. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, puisque vous avez donc levé 20 millions d'euros. C'est la première fois que vous faites une telle levée de fonds. Et vous êtes dans le cyber-sabotage et le cyber-espionnage. D'abord, c'est quoi le cyber-sabotage? Ça veut dire que c'est vous aidez les entreprises à saboter leurs concurrents, c'est ça, grosso modo? Non, quand même pas. C'est vrai que le volet offensif, c'est une vraie question de nos jours. Il y a des pays où cette pratique est très claire, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui mettent à profit leurs compétences offensives pour faire des attaques. Nous, c'est l'inverse. Nous, notre objectif, justement, c'est d'empêcher l'espionnage et d'empêcher le sabotage. Et alors, comment fait-on? Racontez-nous. J'allais dire, faites-nous rêver, c'est pas vraiment le cas, mais expliquez-nous comment. Oui, enfin, bon, un rêve un peu particulier, Laurent Oudot. Comment vous travaillez? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à ceux qui vous écoutent, qui vous regardent? En fait, le vrai problème aujourd'hui, c'est que la dépendance entre les humains et tout ce qui est IT, tout ce qui est technologie du numérique, elle est très forte. Vous avez dans les maisons, ça va du thermomètre, du téléphone, l'ordinateur, le pèse-personne, la montre, etc., qui sont tous connectés. Et connectés à quoi? Connectés à Internet. Et dans cet Internet depuis plus de 50 ans, on va dire, il n'y a pas vraiment de sécurité au sens des normes qui permet d'être sûr de ce que l'on fait. Et de nos jours, pour des pirates, pirater une boîte, une multinationale, ça va durer quelques heures, quelques jours, c'est assez facile. Ce qui veut dire que finalement, toutes les méthodes traditionnelles de protection ne tiennent plus, et c'est là où justement nous on est arrivé en mettant une nouvelle couche d'innovation là-dessus. Est-ce que le télétravail est une source justement de cyberespionnage absolument formidable pour ceux qui veulent le faire? Le fait qu'on est passé très très rapidement cette année, il ne faut pas se leurrer avec le Covid-19, on est passé du mode château fort avec des douves autour où les gens avaient l'impression qu'ils étaient protégés avec leurs données à l'intérieur de l'entreprise, au mode où tout le monde part du château fort, mais tout le monde doit continuer d'accéder à ce qui est dans le donjon. Donc évidemment, ça paraît un peu compliqué. Alors le pont-levis du coup est ouvert un petit peu à tout le monde, ou deuxième solution, les gens mettent tout dans le cloud, et parfois d'ailleurs dans des pays où les lois ne protègent pas tout ce qui est vie privée. Et du coup, ça amène à un vrai problème, c'est que quand vous êtes avec votre ordinateur à la maison, si un pirate vous prend la main sur votre ordinateur, il peut le contrôler. Si vous accédez ensuite à votre entreprise, il pourra lui aussi accéder à toutes les données auxquelles vous accédez, et peut-être même plus en creusant en profondeur. Oui, d'accord. Juste, Laurent Oudot, moi j'ai quand même envie que vous me donniez des exemples de cybersabotage. Vous voulez des exemples? Ouais. Dans les exemples les plus marquants, je dirais, pendant la guerre de Crimée en Ukraine, on a pu assister à un destroyer, c'est le nom d'un espèce de virus, qui a réussi en fait à permettre de couper
l'électricité dans ce pays pendant quelques heures. Un autre exemple, en Iran, vers 2010, fin 2009 et un petit peu avant, vous avez une attaque appelée Stuxnet qui a permis, en fait, a priori peut-être aux services de renseignement israéliens et américains, personne ne sait, de couper des centrifugeuses qui étaient en train de faire peut-être, a priori, du combustible nucléaire enrichi pour faire des armes, ce qui était effectivement illégal. Donc voilà des exemples de vrais sabotages. Et dans les exemples plus récents qui touchent les entreprises privées, c'est le sabotage des disques durs des entreprises. C'est-à-dire, vous savez, ce qu'on appelle les demandes de rançon, les rançongiciels, ou en anglais les ransomwares, qui se mettent dans un ordinateur, détruisent le disque dur, en fait, en chiffrant les données, c'est-à-dire on ne peut plus lire le contenu. Et après, la mafia vous dit, les cybercriminels, si vous voulez récupérer vos données, il faut payer. Il y a plein d'exemples comme ça. Et avec vos 20 millions de dollars, d'euros, vous allez en faire quoi? On a 3 piliers de développement. Continuer d'essayer de rester en tout cas dans le top niveau mondial au niveau techno. Donc il y a une course à l'armement autant pour lutter contre les espions et la cybercriminalité que pour nos concurrents qui sont essentiellement évidemment américains. Ensuite, il y a un pilier business où on va continuer de... Il y a Erwan Kerodi qui est avec vous, mais qui est plutôt sur la cybersécurité. En français, vous dites Erwan Kerodi. Je ne connais pas. Non, mais parce que c'est aussi un français qui est... Oui. Donc, pardon, je vous ai interrompu. Autre pilier? Non, pas de souci. Autre pilier, il y a tout ce qui est vente. Donc, effectivement, pour l'instant, on commence. Là, on a de grands partenaires internationaux ou nationaux qui se positionnent avec nous pour aller faire de la chasse en meute à l'étranger et faire de la vente, notamment sur le territoire européen. Donc, on a une vraie histoire avec l'Europe qui est en cours d'écriture. Et au-delà, évidemment, puisqu'on est déjà déployé dans 70 pays, mais on veut construire un peu plus. Et puis, notre troisième pilier à construire, qui est un peu le point très compliqué, c'est le marché au sens marketing. Ouais. C'est-à-dire que notre société, personne ne la connaissait. Et j'ai beaucoup de gens qui m'appellent, qui me disent 20 millions d'euros, c'est la plus grosse levée de fonds internationale en cybersécurité depuis des années, en période du Covid. C'est quoi ce truc? Bon, ben voilà, justement, maintenant, c'est devenir une marque. Devenir une marque, et voilà, c'est qui c'est fou là qui lève 20 millions. Merci beaucoup Laurent Oudot. Alors, en tous les cas, on va suivre évidemment votre développement, cofondateur de Tetris, et donc le cybersabotage. On a appris quelque chose. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce grand journal. On se retrouve bien sûr demain. Dans un instant, c'est Tech & Co. Bonne soirée.